J'ose à peine dire bonsoir à tous parce qu'on est vraiment très peu nombreux. Mais Isabelle me rassure à l'instant en me disant que hier soir, Mademoiselle, excluant la personne qui parle, on était quasiment aussi peu nombreux. Donc c'est la saison, semble-t-il, et pas du tout les sujets qui vous intéressent pas. Je prends la parole pour la dernière fois en inauguration d'une séance de conseil de quartier pour la céder très vite à notre nouvelle présidente Marie Saunois. Comme vous ne le savez pas, une décision a été adoptée en conseil d'arrondissement au mois de novembre pour que désormais le président, en l'occurrence la présidente du conseil de quartier, soit un membre du collège des habitants et non plus un élu. Notre vice-présidente, excellente vice-présidente Marie Saunois, est donc désormais présidente du conseil de quartier et évidemment je continuerai, mais avec Nicole aussi, à l'appuyer avec nos collègues du conseil de quartier. Donc c'est Marie qui anime la réunion, mais on essaiera toujours on formera toujours un binôme efficace. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc on va aborder directement le point à l'ordre du jour, le point principal, c'est-à-dire le point sur les travaux du parc Citroën. Et je passe la parole directement à M. Berroir de la DEV qui va nous donner, j'espère, de super bonnes informations. Donc bonsoir à tous. Donc j'étais déjà venu l'an passé vous présenter un petit peu le programme de rénovation de ce parc emblématique de la fin du XXe siècle à Paris. Donc on voit ici une image du parc tel qu'il était relativement peu de temps après sa livraison, avec notamment le Grand Canal, et je sais que c'est un des points qui vous tient beaucoup à cœur que sa rénovation, donc qui était à l'époque en eau et qu'on va essayer dans les 2 ans qui viennent de remettre à nouveau en eau. Donc un très bref, rapide historique de ce parc. Donc il se situe sur les anciennes usines Peugeot. Il a ouvert en 1992. Oui, pardon, les usines Citroën. Voilà. Je ne sais pas d'où vient la coquille. Évidemment, ce sont les usines Citroën. Il fait à peu près la même surface que le parc Montsouris, donc parc haussmannien du 14e arrondissement, donc environ une petite quinzaine d'hectares. Depuis son ouverture, il rencontre un succès grandissant avec énormément de public qui le fréquente, donc à la fois un public parisien et de quartier, tel que je pense vous en faites partie, mais également un public touristique, notamment avec la mise en place du ballon captif qui est dans tous les guides touristiques de Paris et qui du coup draine beaucoup de monde sur le site. Malheureusement, alors est-ce que c'est la fréquentation sous-estimée à l'origine qui en est la cause, mais on constate qu'il y a de nombreux désordres sur ce parc qui était à l'origine vraiment grandiose. Donc tout ça donne énormément de travaux. Peut-être que l'entretien n'a pas été suffisant au fur et à mesure des années. Donc maintenant, ça donne lieu à vraiment de gros travaux pour remettre en état tout le parc. Donc à la fois au niveau des cheminements. Donc là, il y a quand même un gros travail qui a été fait depuis 3-4 ans. Une rénovation des plattelages aussi qui a également été faite, une rénovation des parements qui ne va pas tarder. Il y a également eu les rénovations des aires de jeu, la création déjà de nouvelles aires de jeu dans l'extension qui a ouvert en 2014, mais aussi la rénovation des aires de jeu du Jardin Noir en 2016 et celle du Jardin Blanc cette année. Et la rénovation des fontaines, donc qui prend plus de temps parce que les désordres sont vraiment conséquents. Les études à mener pour réaliser ces fontaines sont longues et surtout on n'a pas envie qu'elles ne soient pas correctement réalisées et que les fontaines ne fonctionnent encore une fois que trop peu de temps par rapport à l'investissement qui aura été consacré à leur réalisation.
Donc voilà le programme d'intervention que l'on s'est fixé, que l'on essaye de suivre. Donc la rénovation des aires de jeu du jardin Eugénie Djendi, donc l'ex-jardin noir dont je vous parlais à l'instant. Les travaux ont été réalisés en 2016. La rénovation des cheminements et des parements. Donc je vais vous lister un peu plus en détail ce qui a déjà été fait et ce qui malheureusement reste à faire. La rénovation des cheminements en bois, donc on verra un petit état des lieux de ce qui a été fait en 2016 également. La rénovation des aires de jeu du jardin Carolinec, donc ça c'était un budget participatif qui a été voté en 2016 et dont la réalisation a eu lieu cette année. La rénovation des fontaines Magnolia, donc il y a un des bassins qui a été rénové, l'autre qui est toujours en attente de rénovation. Les fontaines sérielles, dont les études sont en cours et les travaux vont venir à partir de l'automne 2019 pour une réouverture espérée des fontaines à la belle saison 2020. C'est quoi les fontaines sérielles? Alors les fontaines sérielles, ce sont toutes les fontaines qui se trouvent sur la droite quand vous avez les grandes serres dans le dos. Donc tous les buffets d'eau voilà exactement, qui plongent vers la lisière. Donc la lisière qui est le grand canal qui borde la grande pelouse. Donc il y a 4 comme ça. Il y en a 6. Ouais. Oui, parce que c'est des. Donc l'histoire du parc est vraiment intéressante. Je vous invite d'ailleurs à suivre les visites qui sont organisées par l'ADEV et qui donc expliquent toute la philosophie du paysagiste lorsqu'il a construit le parc. Moi, je connais pas toute l'histoire, mais le peu que j'en connais, il y a vraiment une logique dans toute l'organisation de ce jardin qui est très intéressante. Donc la rénovation de la fontaine Grand Canal, les études vont être lancées en début d'année pour une réalisation des travaux courant 2020. Et enfin, je vais vous parler de la réouverture de la serre australe, donc qui aura lieu au printemps 2019 après une rénovation de l'arrosage automatique par brumisation qui y est fait. C'est une des deux grandes, donc celle qui était ouverte au public il y a quelques temps et qui est fermée depuis quelques années. Donc on va essayer de rouvrir. On a fait pas mal de travaux horticoles pour la remettre en état et donc ce sera de nouveau ouvert au public. Et les 4 serres qu'il y a aussi. Tu veux prendre le micro quand tu... Merci. Les petites serres, pourquoi sont-elles fermées? Alors elles sont fermées, je crois, parce qu'il y a eu énormément de dégradation. Donc on va, pareil, de la même manière que la serre australe, je me bats avec les équipes qui travaillent là-dessus pour qu'elles deviennent le plus vite possible ouvertes Ça fait au public. 9 ans qu'elles sont fermées maintenant. On va essayer. Je sais qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau pour les rejoindre à cause des passerelles justement qui étaient fermées. Mais maintenant que les passerelles sont réparées, effectivement, il n'y a plus lieu de les laisser fermer. Mis à part toutes les dégradations qu'on constate quand elles sont ouvertes. Mais le principe de ces serres, c'est d'être ouvertes au public. Voilà. Donc il faut qu'on les ouvre même s'il y a des dégradations. J'en conviens. Donc on va essayer, donc je vous dis, pour le printemps 2019, de mettre en place des rondes avec nos collègues de la DPSP pour lutter justement contre les incivilités qui ont provoqué la fermeture de ces serres. Mais on va essayer donc de les rouvrir au public. Puisqu'il y a pas mal de travail horticole qui a été fait dans ces serres et qui donc est intéressant à présenter au public. On va essayer aussi de travailler sur une signalétique intéressante pour informer au mieux les gens sur les végétaux rares en France qui y sont présentés. Je vais continuer. Pardon. Donc les aires de jeu du jardin Eugénie Djendi ont été réalisées en 2016. Ça faisait plus de 20 ans qu'elles étaient en place, donc elles étaient vraiment vieillissantes. Je pense que ça a donné un vrai coup de jeune à cette zone du parc.
Donc, on a fait pas mal de rénovations aussi ces derniers temps sur les cheminements notamment. Donc l'allée des Cérielles, donc qui se trouve juste au-dessus des buffets d'eau dont je parlais à l'instant, a été rénovée en 2016. On a rénové en tout début d'année dernière l'allée, toujours en sable vignac, qui se trouve sous les passerelles qui donnent accès aux serres justement. Voilà. Et on en a profité pour installer des agrès de fitness sous deux des passerelles, donc au niveau des jardins orange et des jardins bleus. Donc on a essayé de rester en cohérence avec l'idée du paysagiste, même si bon, il y avait pas mal enfin, c'était donc on a mis des agrès orange au niveau du jardin orange et des agrès bleus au niveau du jardin bleu. Donc ça, la base de cette réflexion, c'était surtout pour éviter que les gens ne viennent se suspendre au pergola qui se trouve dans le jardin bleu, et du coup ils les fragilisaient et ils auraient donné encore lieu à plus de réparations. Donc ça permet, a priori, maintenant les agrès sont un petit peu utilisés, et donc ça permet d'éviter que cette zone-là se dégrade encore plus. Bon, il nous reste quand même beaucoup de choses à faire au niveau des parements et des sols, notamment, comme on le voit sur la photo que je vous ai mise là, le dallage au niveau du jardin noir, donc du jardin Eugénie Djendi, est assez catastrophique. Donc c'est une opération qui est prévue tout début 2019. Elle est déjà dans le planning de notre entreprise de sol, donc ça va être réalisé vraiment incessamment sous peu. On va également reprendre le dallage du péristyle parce qu'il perd énormément d'eau sur les côtés, parce que le dallage a pas mal bougé et occasionne des infiltrations. Donc pour éviter des désordres supplémentaires, il faut absolument qu'on le reprenne rapidement. Et puis c'est quand même une des seules fontaines emblématiques qui reste en fonctionnement dans le parc. Donc on tient vraiment à ce qu'elle reste en fonctionnement le plus longtemps possible. Donc pareil, c'est des travaux donc on a déjà fait un petit test sur une reprise partielle du dallage pour voir si la solution qu'on allait proposer allait fonctionner correctement. C'est le cas, donc on va poursuivre sur l'ensemble de la zone. Et c'est prévu pour quand ? C'est prévu dans les mêmes eaux que la reprise du dallage du jardin Eugénie Djendi. Donc on est sur une période en ce moment qui n'est pas très favorable aux travaux de sol avec toutes les intempéries. Donc c'est assez dur d'avoir une date très précise et d'être vraiment calé à la semaine près, enfin 1 ou 2 mois en avance. Mais a priori, pour l'instant, c'est des travaux qui sont au planning de l'entreprise en février et mars prochain, pour à la fois reprise du dallage. Donc on ne sait pas encore trop par quelle opération on commencera, mais quand ils seront sur le parc André Citroën, ils feront les deux opérations, à la fois la reprise du dallage et la reprise du dallage du jardin Eugénie Djendi et la reprise du dallage du péristyle. On va également tenter une reprise des dalles de parement. Donc je sais qu'il y a déjà eu pas mal de travaux qui ont été réalisés pour remettre en place les dalles de parement, notamment au niveau des grandes serres. Ça a été assez peu concluant parce que la solution retenue n'était pas forcément la bonne. En fait, techniquement, si vous voulez, ces dalles sont agrafées à la structure du mur. Et là, on les a collées, ce qui ne convient pas parce que les dalles sont beaucoup trop lourdes. Donc on va travailler avec un spécialiste de la pierre. C'était pas le cas, hein. Celui qui avait travaillé là-dessus n'était pas forcément un spécialiste. On avait utilisé notre bailleur des sols. Donc cette fois, on espère vraiment que ça va mieux tenir. Et si c'est le cas, donc on va laisser passer quelques mois pour voir avec tous les jeux de ballon qu'il y a sur ce site-là, si ça résiste bien à ça. Et si c'est le cas, on s'attaquera après à toutes les zones. Donc je vous ai matérialisé sur ce petit plan où on a des dallages à reprendre. Donc ça représente une partie très, très importante du parc. Donc les passerelles ont été reprises. Ça faisait une zone très importante qui était restée inaccessible au public pendant trop longtemps. Donc on voit là, avant les travaux en 2014, l'état catastrophique de la passerelle. C'était plus possible de la laisser ouverte. Donc les travaux ont quand même sacrément amélioré la situation et ont donc permis de rendre 6000 m² accessibles au public.
Donc cette année, via le budget participatif, plus de jeux et loisirs dans les parcs et jardins du 15e, on a rénové toutes les aires de jeux du Jardin Blanc, donc à la fois l'aire de jeu des petits, l'aire de jeu des grands avec une grande pyramide, et on a également implanté des jeux qui restent assez novateurs à l'échelle parisienne, qui sont les rochers d'escalade. Donc on en avait déjà mis au parc Georges Brassens, pour ceux qui connaissent. Donc c'est le deuxième site dans le 15e qui en accueille. Donc on a deux fontaines qui se répondent de part et d'autre des serres, qui sont les fontaines des magnolias, qui portent leur nom par les arbres qui poussent au sein même du bassin. Donc on en a rénové un des deux, le bassin MS1. En revanche, il nous reste le bassin MS2 à remettre en eau. Donc il est budgétairement pas prévu dans l'AP, dans le programme de rénovation. Après, pour le coup, c'est une solution technique assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il, entre guillemets, suffit de rénover l'étanchéité et de revoir une circulation très simple de l'eau pour éviter un verdissement trop rapide. Donc je vais essayer auprès de ma direction de récupérer des sous pour ça, et puis pour remettre, parce que c'est quand même au niveau des entrées majestueuses, donc des grandes serres, donc je trouve que ce serait intéressant de remettre en eau ces bassins-là. Ensuite, le gros sujet qu'on est en train de traiter en ce moment, ce sont les fontaines sérielles. Donc on est en train de finaliser les études pour remettre en eau, ces bassins emblématiques du parc. Donc on voit ici les buffets d'eau et les coursiers qui descendent vers ces buffets d'eau. Donc c'est les deux parties d'une même fontaine. Donc voilà ce que ça donnait à l'époque et ce vers quoi on va essayer de tendre à nouveau. À la fois techniquement, parce que là c'est principalement des problèmes d'étanchéité qui ont amené l'arrêt des fontaines. Donc la solution technique va être a priori assez similaire à ce qui était fait à l'époque, en essayant d'utiliser des meilleurs matériaux pour que ça résiste beaucoup mieux. Alors là, c'est le gros sujet qui fâche effectivement beaucoup. C'est le Grand Canal. Donc on voit qu'il est vraiment dans un état déplorable actuellement, avec des herbes qui poussent, la bâche qui est complètement dégradée. Donc ce sont des études assez lourdes que l'on doit mener ici, parce qu'on doit complètement changer le mode de fonctionnement. On s'aperçoit que cette grande bâche en géotextile n'a pas vraiment résisté au temps, donc peut-être qu'il va falloir partir sur une solution plus maçonnée. Donc on va choisir un maître d'œuvre. C'est un maître d'œuvre externe qui va étudier cette fois le nouveau fonctionnement des fontaines, avec quand même pour objectif final de rendre un aspect similaire à celui qui était l'état initial. Donc on a récemment retrouvé des photos du démarrage du parc. C'était quand même assez grandiose. Donc notre objectif final reste vraiment de rendre cet aspect au parc. Je sais que ça fait longtemps que vous patientez on en parlait encore avec Monsieur Dienne à l'instant, ça fait longtemps que vous patientez pour retrouver cet aspect. A priori, il faudra donc patienter encore jusqu'en 2020. Mais en 2020, c'est prévu ou pas ? Oui, on mène les études en 2019. Le maître d'œuvre aura pour objectif de réaliser ces travaux en 2020. A priori, on a donc le budget qui est débloqué. Donc il n'y aura pas de problème financier en tout cas. Le seul problème qui peut se poser est technique. Si on n'a personne qui répond à notre appel d'offres ou s'ils répondent beaucoup trop cher par rapport à l'enveloppe qu'on s'est fixée. Mais si ça reste dans l'enveloppe budgétaire qui était définie au début du programme, à savoir 1 million d'euros, on pourra remettre en œuvre la fontaine.
Donc, dernier sujet à aborder, ce sont les serres, et particulièrement la serre australe, que nous allons donc rouvrir au public, comme je vous le disais tout à l'heure, au printemps 2019. Donc on voit ici, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'y aller lorsqu'elle était encore ouverte, on voit ici l'aspect intérieur avec les plantes qui viennent donc comme son nom l'indique, des régions australes. Donc Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un étiquetage assez intéressant pour justement présenter ces plantes. Donc elle ouvrira probablement sans cet étiquetage, mais c'est un objectif que l'on va avoir avec notamment le jardin botanique de la ville de Paris. Donc voilà, un petit résumé, mais je crois que je vous ai tout dit. Un petit résumé de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-moi, je suis au niveau des disposition. concessions attribuées par la ville de Paris aux serres, c'est un projet, il y a quelque chose? Alors, c'était un projet. Ah, c'était. Ça le reste toujours, mais c'est un petit peu en stand-by. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de concessionnaire qui pourrait répondre à cela. Le benchmarking n'a pour l'instant rien donné. Donc, en plus, il pourrait l'entretenir après. Donc, si on accorde une concession quelle qu'elle soit, l'entretien peut suivre. C'est l'objectif, mais c'est peut-être aussi ce qui fait peur aux éventuels concessionnaires. C'est la lourdeur de la maintenance. Très bien, merci. Bernard, je te laisse la parole. Oui, justement sur cette serre, dans votre cahier des charges à la recherche d'un opérateur, quelles sont les conditions que vous avez imposées? Quelles sont les orientations que vous donnez? Je veux dire, quelle est la destination de la serre en question que vous visez? Alors, je vais malheureusement pas pouvoir vous répondre précisément à cette question parce que c'est un autre service c'est une autre direction même qui s'occupe de la mise en concession. Donc, je sais que la seule serre qui est potentiellement mettable en concession, c'est la serre de l'Orangerie, donc pas la serre qui sera ouverte au public, l'autre. Mais franchement, moi, je vois pas très bien quel type de concessionnaire il pourrait y avoir. Je sais que ce qui a rapporté beaucoup d'argent et ce qui donc pourrait permettre de financer tout ça, c'était des défilés de mode notamment. Donc potentiellement, les concessionnaires qu'il pourrait y avoir, ce seraient des grandes entreprises de luxe. Mais c'est vraiment un avis personnel. Hein. Je n'ai aucun indice plus précis. Oui, je rappelais juste, je précisais qu'on a demandé dans notre vœu voté l'année dernière d'être associé au cahier des charges et on a bien conscience que c'est effectivement pas la DEV qui est en charge, mais on le rappellera du coup puisque c'était notre intention. Avez-vous des questions? Bon, peut-être une petite remarque de ma part. Je te laisse, oui, vas-y. Bon, en tout cas, merci pour ce point que vous nous faites là de cette année, un an après être venu. Moi, je crois que ce serait bien qu'on vous voit régulièrement pour s'assurer que le programme que vous affichez se fasse ou qu'on ait au moins l'information si ça se dérive, parce que quand on prend l'historique de tous ces travaux, enfin en particulier les travaux du Grand Canal, enfin les travaux qui sont difficiles, hein, bien sûr, si c'était facile, ça serait fait depuis longtemps. Enfin, ça fait quand même, le Grand Canal que vous avez présenté pour revenir à l'état initial, ça fait combien de temps? 15 ans qu'il ne marche plus. Il a, sur 25 ans d'existence du parc, il y a plus de temps où il est dans l'état lamentable qu'on le voit que voilà. Donc ça traîne. Bon, j'ose vous croire que ça va se faire. Donc voilà, je voudrais simplement qu'on soit tenu au courant, informé. C'est exactement ce qu'on va demander. C'est-à-dire on va demander un point tous les trimestres pour savoir pour savoir où vous en êtes, si ça avance, de manière à ce que tous les trimestres on puisse en parler 5 minutes. Enfin, quand je dis vous, la DEV en général, oui. Quoi. D'accord ? D'accord. Oui, ce qu'on évoquait juste à l'instant avec Marie, peut-être il y a une solution qui pourrait être satisfaisante, c'est qu'évidemment on ne va pas monopoliser le conseil du quartier avec le parc Citroën à l'ordre du jour à chaque fois, mais en revanche peut-être qu'à chaque trimestre on se tournera vers vous juste pour savoir ce qui a avancé en 2 lignes, hein, en 2 mots, 3 mots, si ça a bien avancé, et à ce moment-là on fera un point si vous en êtes d'accord, à chaque réunion on tiendra 5 minutes pour dire voilà où on en est, ce qui a avancé. Et là j'ai un courrier qui date de 2009.
C'est un courrier que j'avais adressé à l'époque des conseils de quartier à propos du parc André Citroën. Et donc là, je n'ai pas retrouvé ma lettre, mais j'ai retrouvé la réponse de Jean-François Lamour. Alors, j'ai envie de vous la lire. Voilà. Alors, chère madame, c'est avec une grande attention que j'ai pris connaissance de vos remarques et propositions concernant le futur aménagement du parc André Citroën. Bien évidemment, vous pouvez compter sur l'extrême vigilance des élus du 15e arrondissement pour que cette évolution respecte les principes qui ont présidé à la création de ce magnifique espace vert parisien. Dans cette perspective, je vous prie de croire, madame, en ma très sincère considération. Signé Jean-François Lamour. C'était à Paris le 8 avril 2009. Ah, si vous voulez. Donc 2009. Donc vous voyez, l'histoire est ancienne. Hein. Oui, j'en ai bien conscience. Hein. Moi, je l'ai jamais vu fonctionner. Hein. Ça fait moins de. Enfin, j'étais après 2009 que je suis arrivé à la ville de Paris. Bien sûr, mais je connais du coup le parc depuis environ 2009 et j'ai jamais vu fonctionner le Grand Canal. Donc, oui, voilà. J'ai bien conscience que c'est quelque chose qui. C'est un vieux combat, combat qui a mobilisé les foules pendant un certain temps, à une époque où les conseils du quartier étaient un peu plus nombreux. Et puis voilà, donc j'ai retrouvé ça dans mes courriers et je me dis, tiens, je vais vous en faire part. Voilà. Ça, voilà, il faut de la patience, comme vous dites. Moi, ça ne me gêne pas. J'adore le parc. On prend patience. Mais... Non, mais je comprends bien. Hein, je vous le redis. Enfin, moi, ça fait 1 an que je suis à la tête de la division du 15e. Mon prédécesseur a beaucoup œuvré aussi pour récupérer beaucoup de sous pour réaménager d'abord les sols qui sont quand même les parties qui étaient potentiellement dangereuses. Vous voyez, le dallage que je vous ai montré, ça reste prioritaire par rapport au Grand Canal, même si dans l'idéal, il faudrait qu'on fasse tout, mais on n'a malheureusement pas les moyens humains et financiers de tout mener de front, en tout cas au sein de la division. Voilà. Non, c'est pour ça que si on peut avoir un petit point sans que vous veniez à chaque fois, mais si vous pouvez venir une fois par an, c'est bien. Non, on va le faire. On va demander. Voilà. Avant chaque conseil de quartier un petit point, de manière à ce qu'on puisse en parler pendant 5 minutes et vous tenir au courant de l'avancée des travaux. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on comprend très bien, qu'on n'a pas tous les moyens de faire tout ce qu'on veut, mais au niveau des priorités définies par la ville de Paris, des fois on peut se poser des questions, parce qu'en 2014, il y a eu l'extension du parc, ce qui a été fait, qui est quelque chose de très bien. C'est très bien. Ça coûtait, je ne sais pas combien, mais ça n'a dû pas être négligeable. Et à côté de ça, on a le canal qui est d'autant plus une verrue dans ce parc, entre 2 parties qui sont bien, ça saute à l'œil d'autant plus. Moi, j'avoue, je ne comprends pas qu'on n'ait pas inversé les choses, qu'on répare, qu'on ne maintienne pas en fonctionnement ce qui existe déjà avant de faire du nouveau. Bon, c'est fait, on ne va pas le regretter, c'est très bien. Mais voilà, au niveau des priorités, je suis un peu surpris. Oui, non, mais j'entends. Bien, aussi en 2014, on est allé jusqu'au Conseil de Paris pour demander une augmentation ou un budget d'entretien pour le parc de André Citroën qui n'a pas été voté encore. Et elle nous a promis, la maire, qu'elle le fera avant 2019. J'aimerais savoir, est-ce que ça a été fait? Un tout petit peu, non. Alors, Danit, c'est pas rigoureux. Enfin, c'est pas rigoureusement ça en fait. L'engagement de la maire, c'était que le parc, enfin c'était que le Grand Canal, sauf erreur et sous le contrôle de Monsieur Berroir qu'on va libérer incessamment, mais c'était que dans le cadre de la 2e phase de travaux de rénovation du parc, le Grand Canal soit traité. Et la 2e phase, l'échéance c'était 2020. Donc l'engagement c'était de traiter le Grand Canal avant 2020. Et nous, ce que nous avions demandé, c'était d'une part que le budget qui avait été programmé en début de mandature pour le parc, je ne sais plus combien il était, mais de l'ordre de 4 millions d'euros, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Un tout petit peu moins, je crois que c'est 3,7 millions. 3,7 millions, qui soit intégralement consommé pour le parc et que nous, on puisse en suivre la consommation. C'est ça qu'on avait demandé. Ça avait été programmé. On a eu un problème de crédit qui concernait spécifiquement le Grand Canal et la mairie du 15 à regrouper des reliquats de crédit pour pouvoir le financer. Donc il y a eu un accord entre la ville et la mairie du 15e pour avancer sur ce budget-là. Donc maintenant ça va se faire vraisemblablement en 2020
et non plus avant la fin de la mandature. Et si les études sont engagées, il y a tout lieu de croire que ça ira jusqu'au bout, mais on est à peu près conforme à ce que nous, on avait demandé comme conseil de quartier. Ce qui ne veut pas dire que les choses sont parfaites, loin de là, et donc on va continuer de suivre, mais on est à peu près conforme. Et j'en profite juste pour dire une chose, c'est très bien que M. Berroir montre la photo du parc en 93, je pense, ou 92, je ne sais pas, parce qu'on voit l'allure que ce parc avait, et on comprend mieux pourquoi nous, conseil de quartier depuis 2014, on souhaite qu'il soit rénové dans des conditions optimales, parce qu'on considère que c'est effectivement un élément du patrimoine paysager parisien qui est très important et qu'il faut le préserver. Enfin, on a eu des débats en interne très très longs là-dessus, mais bon, on est plutôt, voilà, il y a eu 2 vœux votés dans notre conseil de quartier. Les 2 sont arrivés jusqu'en conseil de Paris. Il y en a un qui a été adopté en conseil de Paris, celui de 2014, celui de 2017 a été repoussé en conseil de Paris, me semble-t-il, mais on fait quand même notre, enfin voilà, l'objectif qu'on s'était fixé il y a quelques années, me semble-t-il, puisque vous étiez comme Lucette et comme Marie membre de l'ancienne mandature également, est quand même en passe d'être atteint si on arrive à la rénovation du canal. Mais j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a un budget pour l'entretien annuel, parce que je pense que là, ça manque un budget d'entretien annuel. Oui, mais c'est pas l'ADF qui peut répondre. Je ne crois pas que ce soit un problème d'entretien annuel, c'est un problème de gros travaux là, parce que l'entretien au quotidien, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est des gros travaux. L'entretien horticole, c'est vrai qu'on a un nombre suffisant de jardiniers pour maintenir le parc dans un niveau d'entretien horticole conséquent. Après, effectivement, le budget de fonctionnement n'a peut-être pas été suffisant, c'est ce que je disais, pendant de trop nombreuses années. Et donc maintenant, on en paye les pots cassés avec ces énormes travaux à réaliser qui demandent un nouvel investissement lourd. Oui, d'où la pertinence quand même de la question qu'une fois que c'est rénové, il faudra que le budget d'entretien courant y suive. Hein. On pose la question à chaque fois. Moi j'avais une autre question, je ne sais pas si c'est de votre ressort, c'est le monument OPEX. Oui. Il se fait pas, qu'en est-il? Alors il se fait, c'est pas de mon ressort direct puisque c'est le ministère des Armées qui finance et réalise les travaux, enfin fait réaliser les travaux. Donc leur objectif c'est une livraison pour le 11 novembre 2019. Donc les travaux devraient attaquer théoriquement en avril-mai 2019. Donc avec une fermeture partielle du jardin Eugénie Djendi, forcément, notamment le carré central. Alors là, je sais que c'est pas les mêmes services, hein, donc c'est pas les mêmes budgets, mais c'est un petit peu malheureux au niveau, je trouve, des priorités, de casser quelque chose qui est très bien, pour mettre quelque chose qui a sa justification, hein, je ne remets pas en cause, mais dans l'ordre des priorités, pour moi, il vaudrait mieux réparer ce qui ne va pas. Ouais, et pour le coup, c'est même plus les mêmes administrations, donc c'est encore un problème plus lourd que quand on priorise au sein même de la mairie de Paris. Donc, là-dessus, je peux absolument pas répondre. Donc, on doit libérer Monsieur Berroir. Sauf s'il reste des questions, hein, je peux encore y répondre. On va remercier Monsieur Berroir pour son intervention. Et de rien. Merci à vous. Donc je compte sur vous. J'espère vraiment qu'on arrivera à Non, réaméliorer de nouveau le parc. Hein. Le conseil de quartier ne va pas vous lâcher, ne croyez pas. Et j'ai bien compris. Un petit point tous les trimestres, ça sera très très bien. Merci beaucoup. Un petit point par mail, hein, c'est ça. Par mail, d'accord, bien sûr. Pas de problème. Hein, aucun souci, et puis même pour venir une fois par an au conseil de quartier, comme ça a été le cas là. Je pense quand même qu'on a fait des choses dans le quartier, peut-être encore une fois que l'ordre de priorité n'est pas celui que vous auriez préféré, mais il s'est trouvé qu'on a eu un budget participatif important pour rénover les aires de jeu du jardin Caroline Aigle, qui a occupé pendant pas mal de temps mes équipes sur ce secteur, parce que c'est vrai qu'on a aussi tout le 15e arrondissement, hein, donc c'est parfois compliqué de tout mener de front, et puis les équipes des entreprises sont également limitées parce que c'est quand même les mêmes entreprises qui travaillent un peu partout, donc c'est pour ça que ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait, vous bien sûr, mais moi également.
Oui, je voudrais vraiment remercier M. Berroir parce que, et les agents de la ville, c'est important quand il y a des personnels des services qui viennent nous présenter la façon dont ils travaillent, parce que nous, ça nous permet de mieux comprendre quels sont les enjeux, pourquoi ça prend du temps, pourquoi les études prennent du temps, etc. Et je crois qu'on a trouvé en la personne de M. Berroir aussi un avocat de notre cause, et c'est important que vous-même, je pense, puissiez remonter auprès de vos supérieurs, quelles sont les préoccupations du conseil de quartier, voilà, merci pour l'entretien, pour tout ce que vous faites pour le parc. On aura toute l'attitude pour s'adresser des satisfecit lorsque tout sera rénové, donc il est peut-être un peu tôt pour le faire, mais en tout cas merci de venir rendre compte devant les habitants. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Donc on avait un deuxième point à l'ordre du jour qui était l'aménagement cyclable du quai d'Issy. Seulement le projet initial n'a pas été validé par la préfecture de police. Donc une nouvelle version est en projet, donc on en reparlera une autre fois. Isabelle peut peut-être nous dire quelques mots sur la piste cyclable. Oui, c'est en quelque sorte d'ailleurs un très vieux projet. Ah pardon. Tout le monde me connaît, paraît-il. Pas du tout. Isabelle Le Sens, je suis conseillère d'arrondissement déléguée à la marche à pied et au vélo. Donc aux pistes cyclables, si on veut résumer. Et donc cette piste, c'est d'une part un très vieux projet parce que qui permettra de se raccorder aux pistes cyclables qui ont été créées le long de la RD7 sur Issy-les-Moulineaux et aussi Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, jusqu'au parc de Saint-Cloud. Donc c'est très intéressant de se raccorder à la fois pour les habitants de cette boucle de la Seine, que ce soit Boulogne, enfin rive droite ou rive gauche donc, mais aussi pour nous les Parisiens de pouvoir aller au parc des Huiles Saint-Germain, au parc de Saint-Cloud, où il y a un tas d'endroits de lieux de travail aussi, tout le long de la Seine désormais. Des bureaux, plein de bureaux. Donc voilà, mais en plus avec la nouvelle municipalité, il s'agit des réseaux express vélo qui sont l'idée de faire des pistes cyclables avec le moins d'interruptions possible, enfin qui tendraient vers la même qualité d'infrastructure que ce qu'on a fait pour les autos, à savoir les voies express. C'est un petit peu la même conception en moins large naturellement parce qu'il n'y a pas besoin de tant de largeur pour les cyclistes. Alors voilà, donc ça va se réaliser dès que possible. Je suis obligée de constater que tout ça a pris beaucoup de retard, mais du côté pour nous, entre Birakem et le pont Mirabeau, et puis d'autre part, à partir du pont Garigliano, de l'autre côté du parc, donc, jusqu'au niveau de la limite communale avec Issy-les-Moulineaux, c'est en gros au périph'. Quelque chose près, c'est au périphérique. Voilà. Alors, le problème, c'est que donc est à l'étude toujours la partie Birakem, pont Mirabeau. Ça va se débloquer pour les décisions, mais pour les travaux, je n'ose plus rien dire parce que je vois que ça prend du retard. Et pour l'autre côté, celui qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, moi, je n'avais pas encore vu les plans, mais je sais qu'ils existaient, etc. Mais on attendait le dernier mot, enfin ce qui est logique. Non, l'autre côté du parc, pardon, la continuité du côté Issy-les-Moulineaux, donc, oui, parce que nous, on s'intéresse au 15e, en fait, pas moins au reste, disons. Mais enfin, donc le préfet de police, comme c'est un peu son habitude, il a fait le même coup sur le 14e arrondissement il n'y a pas très longtemps, ça a fait un peu les choux gras des journaux, notamment, a donné il a dit que non. Et c'est pas très chic parce qu'il attend le dernier moment pour donner son avis. C'est normal qu'il donne son avis, il s'occupe des axes stratégiques, c'est tout à fait logique. Mais c'est pas la peine non plus d'attendre le dernier moment pour donner son avis. Enfin voilà, bon. Donc on en est là et on peut pas vous en dire. Donc j'ai essayé de vous dire à quoi ça devait servir, mais je peux pas vous dire comment elle sera faite, puisque finalement nous n'en savons strictement rien. Oui, mais comme c'est de ce soir, je ne sais pas encore du tout quels sont les motifs qu'il a soulevés. Donc je peux rien dire. J'ai une question juste. Qu'est-ce qui est prévu pour la section entre Pont Garigliano et le parc André Citroën ?
Alors, ça sera donc, comme tous les réseaux express vélo, c'est une piste cyclable à double sens, c'est-à-dire comme une voie séparée, hein, une voie comme si c'était une autre route. Et alors, elle sera côté Seine. Elle sera au niveau du quai, c'est-à-dire en haut, au niveau de la route, donc, et côté Seine. Voilà. Ok, mais au niveau de... Il y a quand même Simex et Lafarge qui sont là. Et ils ont barricadé complètement. J'ai pas répondu à cette question alors. J'ai pas compris votre question dans ce cas. Ah oui, alors... oui, alors non, au niveau du jardin, puisque Lafarge et tout ça, c'est la partie entre le jardin et le pont Mirabeau. Alors, sur ce tronçon-là... Il y a aussi après. Il y a après... Quand vous partez du parc et vous allez vers ici les Moulineaux, il y a une barrière de Lafarge qui bloque et maintenant les piétons sont obligés de monter sur la route sans trottoir. Sans trottoir pour descendre après toutes les cimenteries pour descendre sur les quais. Le port, c'est, il faut le savoir tout de même, c'est avant tout un espace d'exploitation industrielle, entreprise, avec des camions, des installations lourdes, du béton, des matériaux, etc. La piste cyclable sera faite au niveau de la route, à l'endroit que vous indiquez. D'accord, là-haut. Et en effet, c'est complètement défoncé à l'heure actuelle. Ça, il n'y a pas de... Et les piétons, alors c'est prévu où? Eh bien, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a toute la place qu'on veut à cet endroit, mais je ne connais pas les plans, puisque, voilà, on en est là. Je ne les ai jamais vus, les plans, pour l'instant, moi-même. Non, il n'y a rien. On marche... Et j'espérais ce soir les découvrir enfin, vous voyez. Mais voilà. C'est loupé. Ouais. C'est rebelote. Non, il y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de discussion, mais nous savons où arrive la piste de la RD7, on la connaît, et nous arriverions d'ailleurs en face. Il faudrait traverser, puisqu'elle est côté usine de la Tirue. Elle est côté ville et non pas Seine, à cet endroit-là. Il faut faire avec. Elle est faite, hein. Ils ne vont pas la changer pour nous, de toute façon. Donc, voilà, oui. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin non plus réellement de discussion, en fait, puisque eux, leur piste est déjà faite. Si elle n'était pas encore faite, ça aurait valu la peine, mais là, maintenant... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Vous avez d'autres questions sur ce sujet ? Mesdames, messieurs, personne ? Alors... Est-ce que vous savez si, concernant le développement toutes les trottinettes à moteur qui passent sur le trottoir, est-ce qu'on a prévu de les faire passer aussi dans les voies de vélo ou sûrement pas? Alors ça relève de la mairie de la mairie de Paris, et les arrondissements peuvent donner leur avis, mais voilà. Il est envisagé, au niveau de l'État d'ailleurs, que les trottinettes électriques soient interdites des trottoirs, ce qui est le minimum syndical, franchement, mais qu'ils soient autorisés dans les pistes cyclables, ce qui est un scandale. Voilà. Ça ne convient pas du tout, mais c'est au niveau ministère. Et ça devrait être dans le plan vélo ou dans la loi mobilité qui va bientôt être présentée. On va vite savoir ce qu'il en est de leur projet. Ça ne veut pas dire que ça sera voté. Au demeurant, après, il y a le Parlement quand même, les navettes, etc. Pardon. Ce qui se dit dans les milieux bien informés, c'est qu'on se souvient des patins à roulettes. Le temps qu'on se réveille et qu'on essaye de définir les choses, ils avaient disparu. Pour les trottinettes, alors il y a des capitaux beaucoup plus importants qui sont en jeu. C'est vraiment des grosses entreprises, mais ça ne veut pas dire comme il y a une enquête faite par les professionnels de ces trottinettes qui dit que les usagers des trottinettes se rendent compte, beaucoup plus que vous et moi, à quel point c'est dangereux. Donc ça veut dire que peut-être que ça n'aura... On ne sait pas. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, il n'y en a plus, ou alors on se continue à scoltiner ces trucs-là.
Voilà. Mais c'est très dangereux pour eux avant tout. Avant tout parce qu'ils peuvent basculer pour un rien, ils sont très sensibles aux imperfections du sol, or évidemment il y en a. Ça va très vite, etc. Quoi. Et il n'y a rien pour se retenir. Enfin bon, c'est quand même très fou, quoi. Mais il faut aussi prévoir où est-ce qu'il faut mettre ces trottinettes, parce qu'en ce moment, oui, mais là ça relève du gouvernement. Alors merci quand même. Mais il les jette carrément. Mais je m'appelle pas Elisabeth Borne. N'importe comment. Donc la ville doit dire qu'il faut qu'il soit de côté bâtiment quelque part, mais pas au milieu de trottoir, parce que c'est carrément jeté comme ça. Oui, mais là c'est plus à notre niveau là. Tu vois là, c'est vraiment. Ça c'est la ville qui doit voter. La ville et l'État. L'État, la ville et l'État. Oui. Vous avez. Donc je fais part de ce que je sais, mais voilà. Je décide rien. Bon, allez, sujet suivant. Comment tu veux verbaliser Attendez, vous oubliez un problème, madame. Vous oubliez juste un problème, c'est qu'ils n'existent pas. Du point de vue administratif, ça n'existe pas, ces trucs-là. Donc on ne peut pas les verbaliser, parce que non seulement ils n'existent pas dans les règles, et donc il n'y a pas de règles qui s'appliquent sur eux. Vous voyez, voilà. Non. Bah non, parce que le code de la route, vous savez bien, il date des années 1910. Les trottinettes électriques et tous les nouveaux modes de déplacement, parce que vous avez les gyropodes et tout un tas de trucs, les planches à roulettes électriques et tous ces trucs-là. Et voilà. Ben, pas tant que ça, parce que c'est aussi le cas du stationnement automobile quand il est gratuit. Alors il n'est plus gratuit dans Paris, c'est sûr, mais n'empêche que c'était aussi des objets privés laissés dehors. Et enfin, voilà, bon. Ah, les sociétés, c'est autre chose. Oui. Oui, les OFO et autres, oui. C'est la notion de trottinette, si vous voulez, qui n'existe pas au sens administratif. Ils n'ont pas été identifiés par les textes. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Si les scooters, c'est 2 roues motorisées, si. Léger. Mais oui, mais il y a un vide juridique total. Voilà. Oui, c'est ça pour résumer. Oui, il y a un vide juridique énorme. Donc voilà, là, à notre niveau, on peut en parler si vous voulez, mais franchement, c'est l'État, hein, c'est pas nous. Là, après. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, complètement. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il y a des sociétés qui s'insinuent dans les vides juridiques et qui en profitent pour faire de l'argent. Je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui profitent soit du déficit de règles, soit du déficit de capacité de l'État à imposer celles qui existent déjà. Dans les deux cas, c'est aussi condamnable, en tout cas moralement. Donc, ce qu'on appelle le free floating, effectivement, ça c'est pour le dire en français, je ne sais pas comment le dire en français d'ailleurs, mais tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais c'est espèce de, disons, ce bazar généralisé de vélos et autres trottinettes sur l'espace public qui ennuie absolument tout le monde, parce que c'est pas seulement les usagers qui les empruntent et qui souvent sont assez peu, je dirais pas respectueux, je dirais conscients des règles. Enfin moi l'autre jour, je suis à vélo et comme Isabelle, je respecte le code et je vois dans les couloirs bus des types à trottinette avec un casque de musique sur les oreilles. C'est eux qui risquent, enfin c'est eux qui mettent leur vie en danger. Mais il y a aussi la question de l'espace public. Vous avez tout à fait raison. Il faut absolument pas renoncer à régler ces questions-là, et je pense que plus on en parle dans les conseils de quartier, plus les gens pétitionnent, plus les gens se plaignent, plus les gens écrivent, eh bien plus ça va devenir un sujet. Mais il se passe ce qui se passe sur les trottinettes et le free floating. C'est à peu près ce qui s'est passé dans un autre registre avec toutes les sociétés qui pour le compte utilisent les vélos, mais pour faire livrer de la nourriture, etc., qui payent les gens au lance-pierre, qui n'ont pas d'assurance, pas de sécu, etc., qui sont obligés de faire des courses le plus vite possible pour pouvoir avoir un salaire décent, qui donc roulent sur les trottoirs, prennent l'essence interdite et grillent les feux rouges en permanence. On est à peu près dans la même zone de non-droit.
Non, mais c'est bien ce que je vous dis. Non, mais je dis, Bah, c'est-à-dire que. Non, mais Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, ces sociétés-là, on les entend pas beaucoup rappeler les règles à leurs usagers. Et vous avez raison, la différence, c'est que s'agissant des trottinettes, c'est le principe même qui est en cause. Voilà. Vous avez tout à fait raison de le dire. À la différence de Vélib ou autres, qui sont fixés sur des bornes, à des endroits qui sont tout à fait définis, on est évidemment dans un registre qui est très différent. Mais il faut s'en plaindre, effectivement. Alors, il y a une société qui a, me semble-t-il, fait faillite, qui a retiré tous ses vélos l'année dernière. Oui, les verts, voilà. C'est ça, Gobi Bike, voilà, qui a retiré toute sa flotte parce qu'ils ont... Et il y en a d'autres qui sont arrivés, effectivement. Mais de ce que j'en ai vu de mes yeux, la trottinette est quand même beaucoup plus efficace pour se déplacer que ces vélos avec des roues qui font à peu près 20 cm de diamètre, où on a l'impression de pédaler dans la choucroute, parce que je les ai quand même déjà essayés, ceux-là. Et je pense que la trottinette est plus efficace, donc sans doute à une pérennité un peu plus assurée dans le registre de la mobilité. Ceci dit, pour quand même compléter encore un peu, la ville pourrait, si elle le voulait, leur imposer des règles. Alors elle y réfléchit, ceci dit, des règles de stationnement, d'emplacement et ceci, cela, mais il lance seulement la réflexion. Je l'ai appris tout à l'heure, hein, donc c'est quasiment, vous êtes les premiers quoi, à l'apprendre si on veut. Elle pourrait les interdire si elle décidait. Alors est-ce qu'on souhaite qu'ils soient interdits? Peut-être pas quand même, vous voyez, tout ça c'est compliqué quoi. Mais enfin bon, ce sont quand même des entreprises qui s'installent, qui viennent chez nous sans nous prévenir. Pour les vélos, je me souviens très bien comment ça s'était passé. Moi je savais que ça devait arriver un jour, mais en fait le dimanche soir, le journal Le Parisien sur son site internet a dit ça commence demain matin. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a appris, et c'était effectivement le lendemain matin qu'ils ont mis leur vélo en plein milieu de la route, quasiment dans les arrondissements du centre, et puis que ça s'est répandu comme ça. J'ai pas compris la question. Ah mais ça pourrait, c'est les... Honnêtement, non, je sais pas vous répondre précisément. Je dis oui. C'est la mairie ou le pouvoir de police, mais Paris n'a pas le pouvoir de... Si c'était une commune autre que Paris, je vous dirais c'est le maire parce qu'il a le pouvoir de police. Ça, c'est clair que c'est ça que j'aurais dit. Mais à Paris, sur Paris, je ne peux pas vous dire. Ah oui, c'est ça. Alors, ils ont envahi des quantités de villes dans le monde. Hein. On n'est pas les seules victimes. Du tout. Hein. Alors, il y avait aussi à ce moment-là la crise du Vélib, donc la mairie a trouvé que quand même ça faisait un peu oublier le problème, que ça sauvait un peu les meubles à ce moment-là. Ah, c'est l'hôtel de ville, hein. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est ça. Ils ont profité. Ah oui. Complètement. Ils ont profité. Le Vélib oui. Il est libre, voilà. Libre, donc ça va être... Ah oui, un peu ça. Excusez-moi pour la piste cyclable, dans 2 ans, mais plutôt sur les quais. Dans 2 ans. Alors non, là vous posez une troisième question, si je peux, enfin plus ou moins. C'est le problème du franchissement du parc. Oui. Alors là, je peux vous faire des révélations. J'ai soulevé le lapin de façon extrêmement claire il y a quelques jours et aujourd'hui de façon encore plus précise. Ce qui veut dire qu'aucune décision n'est prise puisque aucune étude n'est encore réalisée parce que, en fait, la ville pensait passer par le port. Et moi, je me suis bien rendu compte depuis longtemps que ça ne passerait pas sur le port, que ça n'était pas possible. Et je l'ai vérifié de façon extrêmement précise désormais. Donc, je tiens l'affaire. Je ne sais pas du tout comment... Ça passe pas. Si, ça se fera parce que je ne vais jamais lâcher l'affaire.
Le tunnel, c'est une des solutions techniquement possibles. Est-ce que c'est souhaitable ou quoi? C'est une autre affaire, mais techniquement, naturellement, c'est possible. Je ne sais pas quels sont les niveaux de pente. Hein. Ceci dit, je ne suis jamais allé dedans. Mais enfin bon, c'est une hypothèse en tout cas. L'autre, c'est évidemment une passerelle. C'est beaucoup plus beau. Mais... Et il n'y a pas tellement d'autres hypothèses valables dans l'état actuel de la réflexion, honnêtement. Voilà. Mais on en est au premier jour de la réflexion, et si j'avais pas soulevé le lapin, on perdait encore 10 ans. Hein. À la suite, oui. Passage Cauchy. C'est une voie stratégique. Pour aller sur l'escalier. Dans le 14e, c'est le boulevard du Général Leclerc qui part de la place d'Alésia, enfin de Victor Bache. Passage Cauchy. Oui. Et où ils avaient un projet qui me paraît à moi très beau, enfin, et qui avait été longuement concerté publiquement, etc. Et puis une fois que tout le monde était d'accord, il a dit ah bah non. Voilà, mais c'est la vérité, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, il a dit un peu sans qu'on. Je vous dis, j'avais pas vu les plans, donc on en était quand même. Mais voilà, bon. Passage Cauchy. C'est pas l'équivalent, mais c'est deux endroits où le préfet a mis son veto. C'est tout ce qu'on peut dire. J'ai juste une question pour le passage Cauchy. D'un côté, il y a une rampe. De l'autre côté, il y a des marches. Alors, à quoi ça sert la rampe? Parce que le côté ville n'est pas encore fait, tout simplement. Ah, c'est-à-dire que le port a fait son côté et la ville ne l'a pas encore fait de son côté. Donc, il y aura une rampe aussi? Je ne sais pas. Je suppose. Logiquement, oui. Logiquement, oui, mais... Logiquement, mais bien. Il faudra peut-être y penser. Bah, écoutez, oui, mais évidemment, ils y pensent. Mais c'est pas parce que je ne sais pas qu'ils n'y pensent pas, quand même. Oui, et l'éclairage aussi dans ce passage. Oui, en effet. Et pourquoi vous dites que la piste, elle ne peut pas passer au niveau du port pour traverser le parc? Parce que... Parce que le port n'ouvrira la promenade aux piétons, aux promeneurs à vélo, à tout ce qu'on voudra, que lorsqu'il n'y aura pas d'activité industrielle. Oui. C'est ne serait-ce que cette raison. Et en plus, alors désormais, la configuration de la chaussée qu'ils sont en train de finir de construire, physiquement, c'est quand même très juste, puisqu'il laisse un tout petit peu de marge sur les côtés, mais à même pas 1 mètre. À un endroit, il n'y a même rien comme largeur, de toute façon. Donc, c'est pas très raisonnable. S'il y a des camions, des autocars pour desservir les bateaux, des taxis éventuellement un peu rapides, etc., enfin, ça n'a pas été prévu, tout bêtement, quoi. Voilà, pour dire les choses en résumé. Et donc ça passe pas, et le trottoir ne le permet pas, parce qu'évidemment, à la rigueur, on aurait pu dire un trottoir. Bon, mais non, il fait moins de 2 mètres partout et il descend à 1,20 m quelquefois, donc on n'en parle même pas. Vous voyez ? Oui, je comprends. On en arrive à la même conclusion que d'habitude sur l'aberration d'avoir maintenu cette activité industrielle dans ce quartier-là. Bon, on va faire un petit temps de questions-réponses, si vous le voulez bien. Il nous reste une petite demi-heure. Si vous avez des questions auxquelles on peut répondre ou sur lesquelles on peut se pencher, on vous écoute. On va vous apporter un micro, madame. Qu'en est-il des rues et des trottoirs, de l'état des rues et des trottoirs? Je viens de voir améliorer l'accessibilité dans le 15e arrondissement par le Conseil local de handicap. C'est parfait. On est dans des quartiers où les trottoirs sont défoncés, où il y a des nids de poules. Moi, j'ai été en béquille, en fauteuil, j'ai pu tester l'accessibilité difficile de tout ça. Donc, je suis ravie de voir ça, parce que ça correspond tout à fait à ce que j'avais vu et subi pendant l'hiver dernier. Par contre, on a des nids de poules plein les trottoirs, on a des dalles défaites, on a... Voilà, moi, c'est la question, qu'en est-il ? Monsieur le maire du 15e nous a... Alors, on habite, nous, le bas de la rue Ballard. Monsieur le maire du 15e nous a fait un beau courrier concernant l'arrivée de la Gardère près de chez nous. Mais il parle que du numéro 1 à 12, concernant la propreté des trottoirs, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est après le 12, quoi ? Ils ont refait les trottoirs, ils ont refait...
Ils ont mis des arbres, ils ont replanté, ils ont fait tout propre, ils ont enlevé tout ce qui était merdique, mais ça s'arrête au niveau de chez Lagardère. Et le reste de la rue, il n'y a rien. On a des matelas qui traînent, on a des encombrants qui ne sont pas enlevés. J'ai plein de photos à vous fournir si vous voulez. J'ai écrit à monsieur le maire, on ne reçoit plus de réponse. Avant, c'était des réponses laconiques. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Ça, on est tranquille. Donc, qu'en est-il de l'état des trottoirs et des rues? Qu'en est-il des encombrants? Qu'en est-il des agents de propreté? Quand est-ce qu'on les met au boulot, ceux-là? Parce qu'on a beau nous répondre qu'on en a embauché 500, mais 500 qui font rien en plus. Donc ça nous coûte... Enfin, c'est vrai, peut-être pas partout, mais nous, on les appelle les pouces-balais dans notre quartier. Commerçants ou pas, voilà. Bah si, madame, si... Oui. Puis à 8h, ils sont en pause, et puis après, ils n'arrêtent plus, ils ne retravaillent plus. Voilà. Nous, c'est la première fois qu'on vient. On ne vous connaît pas, mais on aimerait bien s'associer à vos réflexions et à vos groupes de travail, si possible, comme on peut rentrer chez vous. En tout cas, on voudrait faire avancer tout ça, la propreté, la sécurité dans le 15e. Rue Ballard, actuellement, il y a une réunion de locataires dans un bistrot concernant l'insécurité de la rue Ballard. Donc ça va répéter à nouveau. Alors, voilà. Bonsoir, je m'appelle Laurence Lefebvre, je suis une des 2 coordinatrices des conseils de quartier. Donc mon rôle n'est pas de donner des réponses aux choses, mais d'organiser ces réunions, etc. Je veux simplement dire que votre demande, on la retrouve dans toutes les réunions de conseils de quartier, dans tous, je pense, les arrondissements. Elle est régulièrement évoquée. Et je veux simplement signaler que vous ne devez pas hésiter à utiliser le site internet de la mairie et le compte Twitter. Les messages, si vous ne souhaitez pas le faire, c'est votre. Mais moi, personnellement, je reçois des messages privés sur Twitter et j'y réponds et je demande les réponses. Et autre chose, vous avez, mais je pense que vous le savez parce que maintenant c'est un petit peu plus connu, vous avez une application, que ce soit sur smartphone dans ma rue, où il faut signaler ces choses. Moi, j'ai entendu dire que ce système marchait. Voilà, donc c'est juste un petit rappel. Je ne peux pas dire autre chose que ce que je dis. N'hésitez pas. Voilà. Attendez, moi je ne parle pas en tant que la mairie. Voilà, donc je dis simplement que, voilà, moi en tout cas, je ne fais pas partie de la direction de la voirie, je ne fais pas partie des directions, je me permets, je vous dis, je n'ai pas vocation à m'exprimer normalement et je me permets de le faire parce qu'il y a encore des personnes qui ne le savent pas ou qui ne le font pas. Voilà, j'en ai terminé. Excusez-moi, mais on utilise le site dans ma rue, l'application. Je reçois des réponses qu'on va traiter ça et quand je montre des tags sur le mur, on est allé enlever le tag sur un banc, mais on n'a pas enlevé le grand tag depuis plus que 7 mois maintenant. D'accord. Écoute, on va essayer de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil. On va essayer et d'avoir des intervenants de la direction de la voirie. On va essayer de prendre des rendez-vous pour avoir des réponses parce que ce problème de propreté est récurrent. Moi, ça fait 5 ans que je suis au conseil de quartier. Ça fait 5 ans que j'entends à tous les conseils parler de propreté. La sécurité, j'en parle même pas. Ça va être encore un autre sujet. Mais la propreté et les incivilités. Donc, on va effectivement essayer la prochaine fois d'avoir des intervenants pour essayer de vous répondre. On vous fera passer des flyers avec les ordres du jour, etc., de manière à ce que vous puissiez assister à ces conseils et puis poser toutes les questions que vous avez envie de poser, quoi. Donc, ça, c'est un des points de... On va essayer. C'est très compliqué parce que c'est tellement large. En plus, il y a la mairie centrale qui chapeaute tout ça. Donc, au niveau du 15e, on essaie de faire ce qu'on peut, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est récurrent, que ça revient à chaque fois. Donc, il va vraiment falloir, si vous en êtes, chers collègues, tous d'accord, qu'on mette ça une bonne fois pour toutes à l'ordre du jour et qu'on puisse avoir des intervenants qui nous apportent des réponses. Voilà. Parce que là, pour l'instant, c'est compliqué. C'est très, très compliqué comme sujet. Monsieur le maire qui nous a écrit pour nous annoncer l'arrivée du groupe Lagardère à la place du Canal. Oui.
nous a dit qu'il serait particulièrement vigilant sur la propreté. Alors c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est vrai que c'est devant chez Lagardère, hein, mais pas ailleurs. Hein. À l'angle, il n'y a plus rien. Moi, j'habite rue c'est le Cauchy, bazar. j'ai vu, ok, on est du même quartier. Donc voilà. Parfait. Donc vous voyez, il y a aucun. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Ils ont fait un travail magnifique, mais ça c'était. Pourquoi? Parce que c'est le groupe Lagardère. Donc c'est vrai. J'ai écrit à la voirie. Concernant, mais vous savez qu'on a la voirie. Concernant les agents que elle est rue Cauchy, la voirie. Oui, donc que je n'arrête pas de photographier pendant 3 heures durant sur leur balai, voire faire des siestes dans les parcs. Si madame, photo à l'appui. Donc j'écris à la voirie, j'écris à monsieur le maire du 15e. Prenez le micro, madame, s'il vous plaît. Non, c'est pour l'enregistrement. Mais j'ai pas besoin du micro. Vous êtes très gentil. Non, merci. Donc, si vous voulez, je pense que madame est un petit peu malveillante dans la mesure où j'habite en effet un immeuble qui donne sur la rue de la Convention et je dois dire, et je crois que j'ai près de moi quelqu'un qui va me soutenir, en effet, dans ce sens, il y a une amélioration. Elle est très légère, mais elle est sensible. Et quant au balayeur, madame, vous permettez que je termine ma phrase? Merci. Je pense qu'il y a un petit peu de malveillance. Je vous vois partir sur un terrain qui est un peu glissant. En revanche, je pense que des réflexes civiques, par exemple, vous avez à 10 mètres l'un de l'autre un encombrant, comme vous dites, petit. Eh bien écoutez, je vais vous dire, ayons des réflexes civiques. Prenons cette planche et mettons-la avec l'autre planche. On ne vous demande pas de la mettre chez vous, mais on vous demande d'avoir des réflexes civiques. Et je pense que ça... Oui, madame. Alors maintenant, vous me laissez terminer. Maintenant, en ce qui concerne les personnes dont vous parlez, c'est-à-dire les employés municipaux, je pense que ce sont des gens très dévoués. Ce sont des gens qui viennent très tôt le matin. Ils viennent faire ce qu'ils peuvent. Et je peux vous dire que les brigades fonctionnent. Et si elles ont un arrêt d'un quart d'heure, comme dit madame, voire plus, comme elle semble le dire, c'est absolument faux. Simplement, ces personnes en question... Applaudissez-la. Oui, je pense qu'on peut m'applaudir, en effet. Eh bien, je pense que ces personnes-là méritent d'abord le respect parce qu'elles ramassent la misère et la cochonnerie des autres qu'on peut parfois éviter en téléphonant tout simplement à la mairie, aux encombrants, pour avoir les objets enlevés. Ceci dit, je vais vous dire, je me suis renseignée en ce qui concerne ces fameux encombrants. Il y a 3 étapes. La première, ce sont une partie de gens du voyage qui ramassent, la deuxième partie, ce sont les Chinois, et la troisième partie, ce sont les employés techniques de la mairie du 15e, pour celles que je connais. Donc, en effet, il m'a été expliqué que ça permet de limiter un petit peu les volumes, qui fait que, en effet, là aussi, de façon cyclique, vous avez des encombrants dans les rues. Il faut relever les périodes cycliques. Je pense que la mairie peut faire ce travail, en effet, de relever. Là, on va arriver au stade où on ne peut plus mettre les gens à la porte. Il est un fait que juste avant, eh bien, vous avez des gens qui ont été mis dehors pour des raisons X, que je ne veux pas développer, mais qui laissent sur le trottoir des matelas, des vieilles planches, que chacun trouve à son goût, peu importe. C'est pas des gens qui se font virer. Il y a toutes sortes de gens, chère madame. Et je peux vous dire des gens qui sont comme... Non, des gens comme vous et comme moi. Mais en tout cas, vous ne me ferez pas dire quelque chose que je ne veux pas, et je soutiens les employés municipaux qui ramassent, je ne voudrais pas dire le nom, mais ça commence par un M, des autres, et ça se termine par un E. Alors commençons par avoir des réflexes civiques, de propreté et de discipline, et je peux vous dire qu'il y aura un peu moins de désordre dans les rues parisiennes. Mais c'est bien ce qu'on essaie de dire, madame, mais comment lutter? Eh bien, si vous le faites, vous êtes une citoyenne parfaite. Eh bien, vous êtes parfaite. Je fais mon ordinateur, je pose... Ce qui me choque, c'est que tous les jours, alors qu'on a la chance... Oui, tous les jours, vous avez raison. La chance d'avoir un service gratuit. Vous avez raison. C'est pas le cas de toutes les communes. Mais c'est pas la mairie. Les gens n'étiquettent même pas. Et c'est... Alors, bien, les gens ça, n'étiquettent même pas, tout est relatif. Ça, malheureusement, le pire, c'est que... Non, l'histoire des étiquetages, tout est relatif. Nous avons fait une... Bon, ça y est, c'est parti. Non, juste demander à la mairie que les employés de la voirie n'utilisent pas le téléphone portable au travail parce qu'à la mairie des 13e, c'est interdit. Tous les gens de la voirie n'ont pas le droit de téléphone portable. Est-ce que c'est vrai ce que je dis?
venez voir. Excusez-moi si vous voulez. Je n'ai pas de mandat électoral. Oui, sur le palais, comme ça. Je vous en prie, monsieur. Quand tout est parti, on va jamais pris en photo. Alors, on a un gros tas de quelque chose, il n'y a même pas. Non, il n'y a pas de ça. Vous téléphonez à c'est madame dans la rue et vous aurez quelqu'un qui viendra dans un délai court ramasser des réponses. Par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, je pense que le premier pollueur, c'est quand même les habitants du 15e. Alors, hein, et c'est pas forcément les services ni de la mairie du 15e, ni de la mairie centrale. Ensuite, je voudrais réinsister sur l'efficacité de l'application dans ma rue. Il se trouve que j'ai parcouru la rue Ballard, puisque vous en parlez sur toute sa longueur. J'ai signalé absolument tout ce que j'ai trouvé dans l'application. J'ai vérifié le lendemain, il y avait 2/3 qui avaient été faits, et à bout de 48 heures, il n'y avait plus rien. Donc je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas c'est bien les services de la mairie, et ils sont efficaces. Alors certes, on pourrait dire, est-ce que c'est aux citoyens mais je considère que ça fait partie du civisme que de signaler ce qui ne va pas dans notre ville. Voilà. Certainement, certainement. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de petites entreprises, elles ne travaillent peut-être pas tous au black, qui se permettent quand même de lâcher leurs déchets sur le trottoir et qui ne les emmènent pas une fois qu'ils ont fini leur chantier. La rue de la Convention, c'est une rue phare de notre quartier. Par contre, la rue de la Montagne de l'Espérou, on oublie. Alors, on n'a pas besoin de nettoyer. Non, ils viennent le lendemain. Bon. Ok, donc vous voyez, c'est un sujet brûlant à chaque fois. Donc, non, mais mais tout à fait. Hein, je vous dis, ça fait des années qu'on en parle. On va essayer de trouver des interlocuteurs pour qu'on nous explique et pour vous rassurer qu'effectivement, moi je les ai vus faire puisque j'habite en face, rue Cauchy, on les appelle, ils viennent dans les 2 heures. Donc voilà. Maintenant, la rue Ballard, je veux bien, il y en a partout. Avant qu'il y ait Lagardère qui arrive, c'était insupportable, je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du mieux. Et on va essayer d'avoir des intervenants la prochaine fois, de façon à ce qu'on ait des explications. Ils vous diront à quelle cadence, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Voilà. Donc je vous invite la prochaine fois. Oui, mais bon, voilà. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit Marie. Si le conseil de quartier peut avoir une utilité, c'est d'abord de faire émerger ce type de paroles dans toutes ses expressions, et surtout quand elles permettent d'expliquer les choses de façon approfondie, et surtout ensuite on peut faire, nous, de la sensibilisation. La propreté, comme vous le disiez monsieur, on est au cœur de la vie municipale, donc évidemment ça concerne tout le monde, et un conseil de quartier a tout à fait vocation à faire une campagne de sensibilisation. Il peut aller dans les écoles, il peut aller distribuer des prospectus chez les commerçants pour sensibiliser, expliquer qu'il y a un numéro pour les encombrants, que la rue c'est l'espace public, l'espace de tout le monde, et que ça se respecte. Je pense que la propreté, ça s'apprend, on sensibilise, on doit sensibiliser la propreté, et comme le disait madame, je pense que la meilleure façon en tout cas, c'est une exégèse que je fais de votre propos, mais la meilleure façon d'arriver à notre objectif, d'avoir une ville plus propre, elle ne sera jamais parfaite, sinon on est dans l'univers aseptisé de je ne sais plus quelle famille dans les vacances de Monsieur Hulot, cette espèce de cuisine où tout est absolument nickel chrome, donc ce ne sera jamais ça. Néanmoins, il y a de la marge entre effectivement l'État, surtout des quartiers périphériques, parce que, comme vous le disiez monsieur très justement, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent, arrivant aux portes de Paris, pensent pouvoir se débarrasser de leurs gravats et autres cuvettes de toilettes sur nos trottoirs. Mais je pense que nous, on peut mettre en œuvre ce travail. Et par ailleurs, je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est aussi de considérer que les premiers concernés, à part nous, évidemment, citoyens, c'est quand même les employés de la ville, que les gens, moi j'admire les gens qui enlèvent les encombrants, parce que la plupart du temps, ils se retrouvent confrontés à des gens qui, comme vous le soulignez justement, ne respectent pas ce principe de codification, et ils descendent leurs trucs dans la rue, et c'est des pauvres employés de la ville qui sont obligés de faire ça, en plus tard le soir, enfin bon, c'est pas exactement facile, mais on avait constaté sur un autre sujet qui était celui de la sécurité, on avait fait venir les équipes de prévention, de médiation, etc., qui s'étaient présentées dans un conseil de quartier où on était une centaine, on était beaucoup plus qu'aujourd'hui, je pense que pourquoi pas d'ailleurs faire venir des employés de la ville qui ont les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire, pour qu'on puisse parler, comprendre comment ils travaillent, quelles sont leurs fréquences. La pédagogie, pour nous, conseil de quartier, ce sera
toujours intéressant parce que ça permettra de faire passer les bons messages. Mais donc je souscris à ce qu'a proposé Marie, on pourra en parler entre nous lors d'une réunion préparatoire, hein, je vous le propose en tout cas. On fait partie d'une association locataire, on affiche les numéros des encombrants, on affiche dans la rue, on fait de la pédagogie dans notre immeuble, on va quand même pas ramasser les matelas pleins de punaises de lit sur le trottoir, n'est-ce pas madame? Non, mais ça c'est la civilité des gens, hein. Ça on peut... Non, on peut rien faire. Les gens sont... Le jour où il y avait un matelas et il y a eu une attente au carrefour du métro Boussicot, et le pauvre matelas s'était trouvé étalé sur la chaussée. Alors c'est vrai que là j'ai appelé quand même, ils l'ont enlevé d'ailleurs dans le carrefour. Les journées d'un matelas, c'était pas des planches, madame. Juste une petite dernière question, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'ai appris sur le site Val Girardin que la porte de Sèvres allait être embellie. Et je voulais savoir si vous aviez des infos là-dessus, et notamment par rapport aux piétons et aux vélos, s'il y avait des choses qui allaient être faites en fait. Porte de Sèvres, c'est... C'était, en fait, c'est la mairie de Paris, apparemment à 20 points à embellir, je sais pas quoi. Ah, c'est un appel à projet. Oui, c'est en fait, vous allez sur valgirardin.fr, le site du quartier là, et il y a des informations là-dessus. Moi, je suis pas, j'ai juste vu ça, un article. Donc, je voulais savoir si vous avez des informations par rapport au. Oui, voilà. Je voulais savoir s'il y avait des informations, si vous avez des informations par rapport à ça ou voilà. Non, mais on va se renseigner. D'accord. Ok. J'ai appris ça par Val Girardin il y a une semaine, donc je sais pas. C'est l'Aqua Boulevard. C'est l'accès à l'Aqua Boulevard et l'accès à l'autre partie du 15e. Oui, c'est ça. La porte de Sèvres. La porte de Sèvres. Tu as des infos là-dessus? L'accès, vous savez, l'accès qui mène à l'Aqua Boulevard. Ils nous ont informé il y a au moins un an du fait qu'ils allaient, mais je crois que c'est fait en effet maintenant, mettre un nouveau terminus d'autobus là. Devant l'Aqua Boulevard, hein, en fait. Oui, d'accord. Mais là, il parlait en fait d'un projet d'embellissement de cet endroit-là qui était très voiture et. Oui, c'est ça. Et que par rapport aux piétons, et moi ma question c'était plus par rapport au vélo, bien sûr, je voulais savoir s'il y avait des choses par rapport au vélo. Oui, parce qu'effectivement, il y a un vrai besoin, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le foutoir. Franchement, oui. Je voulais savoir si vous étiez au courant de quoi que ce soit. On va se renseigner et on va faire un point au prochain conseil. Absolument. Merci. Okay, merci. Merci beaucoup. Oui. Ce document qui a été donné concernant l'amélioration de l'accessibilité dans le 15e, est-ce que parmi tous les points qui ont été évoqués, il y a déjà eu des choses qui ont été votées et accordées? Quand bien même les travaux, on l'a bien compris, démarreront 2019. On n'a pas le document, nous, donc. Bon. On anticipait le dépôt du projet. C'est ça. Merci. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est au budget. Bon, d'accord, ok. Non, j'ai rien, je l'ai pas vu. Oui. Donc, précision, le document du Conseil local du handicap que vous avez sous les yeux, c'est une proposition pour être soumise au budget participatif 2019. Voilà. Sur des propositions. On va lever la séance. Je vous remercie et surtout. Surtout, le site de la mairie est très bien fait concernant les conseils de quartier. Vous avez beaucoup d'informations. Donc, surtout, ne manquez pas d'aller visiter régulièrement le site. Et on vous tiendra au courant des prochaines réunions. Merci beaucoup.